Le matin se lève sur Villefrontière comme un parent épuisé venant vérifier un enfant qui, clairement, n'a pas fini ses devoirs. Et dans un petit cottage en bordure de la ville, notre prince a un cerveau réincarné venu d'un autre monde coincé dans le corps d'un embarras royal relève ses manches et annonce « Il est temps de faire du ciment ». Oui, du ciment. Pas de magie, pas de décrets royaux, pas d'escrime élégante, du ciment. Et vous savez quoi? Le gars est ravi. Les ouvriers qu'il vient de recruter arrivent, répondant à l'annonce comme si c'était la première vraie opportunité depuis des années. Il court partout pour ramasser du calcaire, de l'argile, de la cendre, tous les ingrédients qui, dans son ancien monde, n'excitent que les ingénieurs civils et les accros à Minecraft. Pendant ce temps, Anna, notre douce sorcière aux flammes bleues, qui a déjà traversé plus de traumatismes qu'aucune ado ne devrait supporter, peut enfin se reposer. Elle est assise au fond, enveloppée de paix et de silence, tandis que le prince fait du travail manuel comme s'il essayait de prouver quelque chose à l'univers. Mais ne vous inquiétez pas, l'univers répond tout de suite. Le grand fiasco des travaux de Villefrontière. Après une longue journée à transpirer, encadrer, mélanger et jouer au leader inspirant de manière très maladroite, le prince descend jusqu'au versant nord pour inspecter les débuts du futur rempart glorieux de sa ville. Dans sa tête, il imagine un truc du genre, de hautes murailles de pierre, des créneaux épiques, un monument tellement impressionnant que les historiens du futur pleureront en le décrivant. La réalité, elle, l'accueille plutôt avec « Félicitations, sire. Vous avez construit un fossé boueux ». Le chevalier se tient à côté de lui, vraiment impressionné que le prince se soit même déplacé sur le chantier. Il est prêt à se vanter de leur progrès, jusqu'à ce que le prince se gratte la joue, un peu honteux, et admette « Ouais, pour l'instant, c'est essentiellement un fossé de drainage. Rien de plus ». Le chevalier essaie de ne pas s'étouffer. Le prince essaie de ne pas pleurer. Les ouvriers essaient de ne pas démissionner. Il faut dire que, dans sa vie précédente, notre héros passait des soirées à s'extasier devant des machines avec son ami ingénieur civil. Ensemble, c'était des nerfs imbattables, mais lui, c'était le mec des machines, pas celui des calculs de fondation. Maintenant, il improvise un méga projet médiéval avec du bluff et de l'espoir. Et l'espoir, ça ne supporte pas les charges. Il nous faut un vrai professionnel. Alors qu'il se demande s'il peut googler comment construire des murailles médiévales dans un monde sans magie ni internet, son conseiller se racle la gorge. Un tailleur de pierre est arrivé. Pas n'importe lequel, un ancien membre de la légendaire guilde des maçons du Château Gris. Les yeux du prince s'agrandissent. Ce nom, il le connaît. Même la version Wikipédia de ce monde les liste comme un groupe d'élite. Certes, la guilde aurait été dissoute à cause d'un petit incident de construction, mais honnêtement, qui n'a jamais fait exploser un bâtiment ou deux dans sa carrière? Le prince se fiche des scandales. Ce qui l'intéresse, c'est la compétence. Faites-le entrer, ordonne-t-il. Et c'est ainsi qu'on passa, dans le bureau administratif du prince, une façon chic de dire grande pièce en bois vaguement officielle. Notre héros est affalé à son bureau avec l'élégance nonchalante de quelqu'un qui fait semblant d'être occupé. Anna est assise à côté, en train de lire, avalant le savoir à la vitesse de la lumière parce que, apparemment, les sorcières ont aussi des stades d'études complètement pétés. La porte grince. Le chevalier entre. Derrière lui se tient un homme que le prince imaginait comme un artisan rude, buriné par les chantiers, et se retrouve plutôt face à un petit professeur à l'air sérieux, qui tord ses mains nerveusement comme un élève pris en flagrant délit de triche. Avant que l'homme ne puisse commencer à chanter ses louanges comme une chorale de cathédrale, le prince l'arrête d'un geste, « Détendez-vous. Respirez. On ne fait pas le rituel de prosternation royale aujourd'hui. » Mais ensuite, le professeur voit Anna. Ses yeux s'écarquillent. Son cœur s'arrête. Sa santé mentale essaie de s'enfoncer à travers les lattes du plancher. Pendant ce temps, le prince et le chevalier échangent un regard du style « Pourquoi il la regarde comme s'il venait de voir un fantôme ?» Et puis bam, l'homme s'effondre à genoux si vite que le plancher en a des sueurs froides. Il colle son front au sol et implore Anna de lui pardonner. Il supplie. Il s'excuse. Il sanglote. Il avoue qu'il l'a laissée tomber au moment où elle avait le plus besoin d'aide, des mois plus tôt, lorsque le monde entier s'est retourné contre elle parce qu'elle était une sorcière.
Il ne l'a pas défendu, ne l'a pas protégé, n'a même pas essayé. Il a juste regardé sa vie partir en fumée. Anna se fige. Le prince se fige. Le chevalier se fige aussi, toujours planté devant la porte parce que le prince lui a dit de la garder. Quelle belle réunion de famille délicieusement gênante. Quand le prince finit par lui arracher une explication, l'homme se présente, Karl van Batte. Ancien membre de la guilde des maçons, devenu professeur. Et Anna fut un temps son élève. L'attention du prince retombe. Cet homme n'est pas là pour lui nuire. Il est là pour quémander un pardon qu'il traîne comme un boulet. Karl se met à bavarder nerveusement, au point de lâcher un truc du genre « Votre Altesse, vous l'avez épargnée parce que vous la voulez comme maîtresse ?» Je ne juge pas. Être la favorite d'un prince, c'est toujours mieux que finir décapité. Anna manque d'exploser de honte. Le prince manque de se mordre la langue. Le chevalier regarde le plafond en mode « Je n'ai rien entendu, je n'ai rien entendu ». Mais Karl continue parce que cet homme n'a littéralement aucun filtre. Il parle des rumeurs, de l'association de coopération des sorcières, de son soulagement de voir que le prince ne considère pas les sorcières comme des démons ambulants. Puis il mentionne autre chose. Il y a une autre fille. Une autre sorcière. Un autre talent éveillé. Une autre bombe de puissance potentielle, cachée quelque part. Son nom ? Nana. Karl supplie le prince de la cacher, elle aussi, comme il l'a fait pour Anna. Le prince accepte tant que sa famille ne la menace pas, il ne va pas l'arracher à eux de force. Bien sûr, dans sa tête, notre héros est en train de danser. Une autre sorcière ? Une autre capacité complètement chéatée à ajouter au kit d'amélioration de Villefrontière ? Oui, merci. En surface, pourtant, il reste calme et princier, intéressant. Amenez-la demain. Puis il précise pourquoi il protège les sorcières, ce n'est pas par gentillesse. Ni par romance. Ni par esprit de rébellion. Juste par logique. Ces pouvoirs ne sont pas des malédictions. Ce sont des outils. Des outils qui, utilisés intelligemment, peuvent construire un monde meilleur. Et sur ces paroles, on passe aux affaires sérieuses. Quand Karl a fini de pleurer, de se confesser, de s'excuser et de paniquer, le prince se racle la gorge et va droit au but. Vous avez déjà travaillé sur de grands projets de construction ? Karl hoche la tête avec enthousiasme. Le prince expose son plan, une muraille défensive gigantesque, s'étendant du mont du versant nord jusqu'à la rivière Rouge. Une barrière assez solide pour bloquer les bêtes démoniaques pendant les terribles mois des démons. Karl écoute, et comprend que le prince ne plaisante pas. Ce n'est pas un petit chantier de prestige. C'est un projet de civilisation. Le prince lui tape sur l'épaule, « Félicitations. C'est vous le responsable maintenant. » Toute la vie de Karl défile devant ses yeux. Le lendemain arrive en douceur ce genre de calme qui paraît suspect, comme si le monde retenait son souffle avant de laisser tomber un piano sur quelqu'un. Dans les jardins du palais du prince, la lumière filtre entre les feuilles tandis que notre héros attend, bras croisés, se demandant quel genre de sorcière peut bien être cette Nana Pine. Guérisseuse ? Explosive ? Capable de transformer le pain en grenouille ? Avec les sorcières de ce monde, tout est possible. Entrée de Nana Pine, la sorcière briochée. Une petite silhouette apparaît à la porte du jardin. Elle se fige comme si elle venait d'entrer dans la mauvaise salle de classe. « Vous êtes vraiment le prince Roland Wimbledon ?» demande-t-elle d'une voix tremblante, comme si elle s'attendait à ce qu'il sorte une guillotine sur le champ. Le prince lui adresse un grand sourire chaleureux qui dit « Relax, gamine. Je suis probablement le seul dans tout ce royaume qui ne va pas essayer de te brûler. » Elle s'illumine aussitôt et se présente, les deux mains serrées ensemble, « Je m'appelle Nana Pine. » Puis comme un chiot qui vient d'en repérer un autre, elle fonce droit vers Anna. Les deux filles se dévisagent une demi-seconde avant que Nana ne se colle à Anna comme si elle venait de retrouver sa sœur perdue de vue depuis 10 ans. Anna, qui garde normalement les gens à distance, sourit réellement. Notre héros les observe avec une petite lueur dans le regard. Elles ont à peine l'âge d'être au lycée, pense-t-il, et elles sont déjà plus talentueuses que la moitié de mon administration. Pour le prince, c'est comme invoquer deux personnages et c'est rare à la suite alors que sa jauge de pitié était presque vide.
il se racle la gorge. Place aux affaires. Alors, tu t'es éveillée comme sorcière? L'énergie joyeuse de Nana éclate comme une bulle. Elle se serre les bras, nerveuse. Vous allez m'exécuter? Oui, elle pose la question très sérieusement. Le prince manque de tomber de sa chaise. Non, j'exécute les criminels, pas les gamines qui soignent les animaux. Mais la petite insiste qu'elle doit être possédée par un démon, le grand classique du catéchisme local. Même son professeur lui a servi le discours du « tu es maudite ». Anna lui tapote doucement l'épaule, essayant de la rassurer. Le prince se penche en avant. Quand as-tu remarqué tes pouvoirs pour la première fois? Nana fouille dans ses souvenirs. Elle explique qu'elle a vu un petit oiseau avec une patte brisée, il y a une semaine. Elle a tendu la main par pur réflexe et soudain, des globules d'eau scintillantes sont apparus de nulle part, ont enveloppé l'oiseau, et l'ont réparé. Comme une colle magique. L'oiseau s'est envolé en piaillant gaiement. Le prince l'écoute avec attention, puis marmonne pour lui-même, magie de soin. Véritable miracle médical? Il essaie de ne pas avoir l'air trop enthousiaste, mais dans sa tête, il est déjà en train d'imaginer des hôpitaux de campagne, de la réparation d'os, de la guérison de masse, des infirmiers de combat et des compagnies d'assurance rayées de la carte. Il claque des doigts et ordonne au chevalier, va chercher un poulet. Le chevalier s'arrête net. Un poulet, votre Altesse? Oui. Un en bonne santé. Nana cligne des yeux. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Le prince arbore son sourire le plus innocent et qui, honnêtement, ressemble à un panneau au danger pour quiconque le connaît un peu. L'incident du poulet. Le chevalier revient avec un poulet parfaitement valide. Les yeux de Nana s'agrandissent d'horreur. Le prince se fait craquer les doigts comme un super vilain avant une expérience. Tiens-le bien, dit-il. Le chevalier obéit, serrant le poulet comme s'il tenait un ballon prêt à s'envoler. Puis le prince saisit un bâton en bois et... clac. Le poulet pousse un cri venu tout droit des tréfonds de l'enfer des volailles. Nana étouffe un hoquet. Anna sursaute. Le chevalier remet en question toutes les décisions de vie qui l'ont mené jusqu'ici. Le poulet s'effondre au sol avec un sens du drame digne d'un acteur de théâtre tragique. Vite, guéris-le, dit le prince. Nana, les larmes aux yeux, s'agenouille et pose la main sur le poulet. Les globes dorés apparaissent et se mettent à tourner autour de la blessure. Les minutes passent. Puis les heures. La magie de soin est puissante, mais le talent de Nana est encore neuf et maladroit. Finalement, elle parvient à ressouder les fractures, même si le poulet est vidé, groggy et brisé moralement au plus profond de son âme. Pour être honnête, on le comprend. Courage, petit poulet. Le prince prend des notes comme un scientifique fou. Peut-elle soigner les os? Oui. Les tissus? Oui. Ressusciter les morts? Non, le poulet reste très vivant, mais pas ressuscité depuis zéro. Une fois l'expérience terminée, le prince fait signe au chevalier, emmène-le à la cuisine. Le cœur de Nana se brise en voyant le poulet tout juste sauvé partir vers sa nouvelle destinée, le dîner. Mais il vient juste de survivre, proteste-t-elle, au bord des larmes. Le prince lui tapote doucement la tête. C'était nécessaire. Et puis, il sera délicieux. Nana fait la moue comme une enfant trahie. Le festin de la récupération émotionnelle. Quelques instants plus tard, les cuisiniers servent du poulet rôti, de la soupe, des légumes vapeur, un vrai festin. Nana oublie son chagrin instantanément. Ses yeux brillent. Elle remplit son assiette comme si elle sortait d'un jeûne de 10 ans. Anna cache un sourire derrière son livre. Le prince arque un sourcil. Donc tu n'étais pas si traumatisé que ça, finalement. Nana continue de mâcher avec détermination, faisant semblant de ne pas l'entendre. Une fois le repas terminé, elle fait un grand signe de la main, repue et heureuse, en promettant de revenir le lendemain. Le prince lui rend son salut. Dès qu'elle est partie, le regard d'Anna devient plus sérieux. Les préoccupations d'Anna. « Pourquoi vous ne me laissez pas rester au château, moi aussi ?» demande-t-elle doucement. Nana peut rester ici. Moi aussi, je suis une sorcière. Le prince se fige.
Elle a raison et en même temps, pas vraiment. Tu as encore tes parents, explique-t-il. Ils ne connaissent pas tes pouvoirs. S'ils l'apprennent, ils risquent de t'exiler. Mais tant que ce n'est pas le cas, profite du temps que tu peux encore passer avec eux. Anna baisse les yeux. Mon père ne me manque pas. Et voilà une petite phrase, plus lourde que n'importe quel démon. Le prince n'insiste pas. Il se contente de lui promettre que Nana viendra tous les jours pour qu'elle ne se sente pas seule, et que toutes les deux ont autant droit à une vie normale que n'importe quel humain. Les épaules d'Anna se détendent. La confiance s'installe. Lentement. Douloureusement. Magnifiquement. Les jours passent. Karl Van Batte prend la tête du chantier comme un homme possédé et honnêtement, heureusement. Notre prince, désormais libéré des tranchées de ciment, adopte la routine la plus wholesome possible, il enseigne la théorie magique à 2 adolescentes sorcières, sirote du thé comme un adulte à moitié responsable, jette un œil au chantier de temps en temps, et fait de son mieux pour ignorer le fait qu'il est en train de se ruiner. Oui. Fauchés, ils le sont presque, parce qu'un après-midi, son conseiller fait irruption, tenant une pile de registres financiers comme un paquet de faire-part de décès. Rapport budgétaire de Villefrontière, vous êtes foutu symbole marque commerciale. Le vieil homme se racle la gorge. Vous avez embauché trop d'ouvriers, Votre Altesse. Trop d'artisans. Vous dépensez trop. Le trésor, il feuillette les registres, est en train d'agoniser. Le prince regarde les chiffres. Il pâlit. Il regarde une deuxième fois. Encore plus pâle. Il réalise, glacé d'horreur, attendez, cet argent, c'est MON argent. Le conseiller acquiesce gravement. L'âme du prince quitte son corps. Son grand projet de muraille, sa brillante idée de bien payer les ouvriers, ses plans de modernisation ont tout épuisé dans sa fortune personnelle. À ce rythme, au printemps, il pourra tout juste s'offrir un pain, un demi-chausson, et les impôts. Le narrateur, moi, commente avec amour, voilà pourquoi on ne laisse pas les ingénieurs gérer un budget national. Le vieil homme plisse les yeux. Vous avez changé, marmonne-t-il. Avant, vous ne pensiez qu'aux femmes, à l'alcool et à dormir jusqu'à midi. Maintenant, vous parlez comme un dirigeant compétent. C'est perturbant. Presque démoniaque. Le prince le fixe. Le vieil homme hausse les épaules. Si vous étiez vraiment possédé, vous n'auriez pas attrapé ce médaillon de châtiment maudit aussi tranquillement, donc, visiblement, non. La logique médiévale, dans toute sa splendeur. Avant que le prince ne sombre complètement dans la panique financière, un garde des boules, Votre Altesse des nobles de la forteresse de Lonsonne sont arrivés. C'est le signal, on entre dans le chaos politique. Les nobles débarquent à Villefrontière comme s'ils rendaient visite à un cousin de province qu'ils détestent mais dont ils ont besoin de l'argent. 3 cavaliers approchent du château, un noble raide comme un piquet, un type à lunettes dont la personnalité est constituée à 80% de plaintes, et une ambassadrice rousse qui dégage une aura « je suis là pour les affaires », mais aussi pour les potins. En entrant au port, les nobles regardent autour d'eux, sincèrement déçus. L'homme aux lunettes fronce le nez. Toujours un tas de pierres, à ce que je vois. L'ambassadrice le corrige avec douceur, en fait, nous sommes venus il y a 6 mois, pas un an. Elle explique que chaque saison, le duc Ryan envoie un nouveau messager ici comme on jette des offrandes dans un volcan. L'été dernier, elle a vu à la fois des tas de cailloux et des peaux d'animaux de luxe qui traînaient. Elle allait clairement balancer un potin croustillant, puis se ravise au dernier moment probablement en se rappelant la clause confidentialité de son contrat. Elle enchaîne plutôt sur la politique, s'il fortifie cet endroit, toutes les terres entre ici et la crête dorée deviendront exploitables. L'homme aux lunettes panique soudain. Le stock de minerais est vide. Ils auraient dû livrer aujourd'hui. Ah, voilà la vraie raison de leur visite surprise, ils veulent du minerai. Avant les mois des démons. Avant les pénuries de nourriture. Avant que tout parte en vrille. L'ambassadrice soupire. Allons parler au prince. Le trio arrive au château en s'attendant à quelque chose de simple, voire de pauvre. À la place, ils tombent sur un banquet digne d'une fête.
Viande rôtie. Légumes frais. Soupe fumante. Pain moelleux. Le genre de festin qui vous fait oublier que vous êtes venu pour pressurer une petite ville. L'ambassadrice, qui se bat avec ses baguettes, jette un regard au prince. Le prince lui montre comment les tenir comme un maître ancestral du riz sauté. Elle essaie. Échoue. Et laisse tomber sa nourriture. Le prince commente tranquillement que les baguettes sont plus propres, plus efficaces, moins chères à fabriquer, et qu'elles seront standards à Villefrontière. Les nobles s'échangent des regards du style « Depuis quand le prince noceur s'intéresse à l'hygiène et à l'innovation ?» Depuis qu'il est possédé par l'âme de quelqu'un qui écoutait en cours d'histoire. Une fois le dessert servi, la diplomatie commence. L'ambassadrice s'éclaircit la voix. Nous sommes venus récupérer le minerai, mais, il n'y a rien au port. Le prince se renfonce dans sa chaise et lâche la bombe avec une tristesse parfaitement dosée, il y a eu un glissement de terrain au versant nord. On ne rouvrira pas la mine avant l'an prochain. Les nobles commencent à transpirer. Pas de minerai égale pas de commerce, de nourriture égale plus de sécurité pendant les mois des démons. L'ambassadrice retente sa chance. Qu'en est-il de la production des mois précédents? Le prince hausse les épaules. À peine de quoi nourrir mon peuple. Traduction, désolé, je ne peux pas vous aider. Si les gens meurent de faim ici, il n'y aura plus personne à exploiter dans les prochains chapitres. L'ambassadrice panique encore plus. Elle propose la solution classique de noble, les 6 familles peuvent vous prêter de la nourriture pour un mois. Vous rembourserez l'année prochaine. Le prince sourit. Puis il porte le coup de grâce, pourquoi faire? La ville de Willow propose de l'or pour le minerai. En plus du grain, du fromage et du miel à prix correct. On y gagne beaucoup plus en vendant là-bas. Le silence tombe sur la salle comme un piano lâché d'un toit. Les nobles ont la tête de ceux à qui on vient de voler l'argent de poche. Le prince se penche, la voix calme mais aussi subtile qu'une lame de couteau, êtes-vous sûr de pouvoir convaincre les 6 familles de prêter des vivres? Vous pouvez le garantir? L'ambassadrice se fige, parce qu'elle sait très bien que non, le duc Ryan n'accepterait jamais. Le prince pointe l'emblème sur sa poitrine. Vous êtes de la famille Chèvrefleur, n'est-ce pas? La rousse avale difficilement. Coincé. Le prince continue, vous avez beau appartenir à l'une des 6 familles, est-ce que vous parlez vraiment en leur nom à tous? Chaque phrase est une gifle enveloppée de velours. Le visage de l'ambassadrice passe par toutes les étapes, le choc, la peur, la compréhension, et la mini-crise existentielle. Parce qu'elle sait et il a raison. Flashback rapide, on la voit disputer à son père que ce nouveau prince ne vendra pas le minerai à vil prix. Son père s'est moqué d'elle, traitant Roland de fêtard inutile. Elle ravale ce souvenir amer et revient au présent. Je peux proposer d'acheter le minerai à 30% sous le prix du marché, finit-elle par balbutier. C'est son meilleur coup. Désespéré, mais un coup quand même. Elle insiste sur le fait que les routes vers Willow sont dangereuses, sous-entendu, il vaut mieux pour Villefrontière dépendre de la forteresse de Lonsone. Puis elle s'interrompt brusquement, parce qu'elle réalise qu'elle vient plus ou moins de menacer un prince. La température de la salle chute. L'ambassadrice a l'air d'avoir demandé à la mort sa carte de visite. Le prince arque un sourcil. Ah oui? Des routes dangereuses? Continuez donc. Elle ouvre la bouche, la referme, la rouvre, et retient presque ses larmes. Le prince éclate de rire. Détendez-vous. Je n'avais aucune intention d'aller à Willow de toute façon. Elle se fige. Comment? Et là, il lâche la deuxième bombe, je ne vais pas évacuer cet hiver. Ni à Lonsone, ni ailleurs. L'ambassadrice bugue complètement. Vous construisez des murs ici? De vrais murs? Immenses? Le prince hoche la tête. Du mont du versant nord jusqu'à la rivière Rouge. Vous savez qu'un cerveau est en train de planter quand ses yeux émettent mentalement le bruit d'erreur de Windows XP. Elle se rappelle les nobles qui se moquaient du prince lors d'un banquet, en racontant qu'il avait lancé des travaux juste avant les mois des démons en preuve, selon eux, qu'il était idiot.
Sauf que, notre gars n'était pas stupide. Il était stratégique. L'ambassadrice se lève brusquement. Je retourne à la forteresse pour plaider votre cause. Je vous le promets. Elle s'incline. Profondément. Avec respect. Presque avec vénération. Ce prince n'est pas l'idiot qu'ils imaginaient. Ce prince-là est dangereux. La nuit tombe sur le château, enveloppant Villefrontière d'un silence comme seuls les endroits sans vie nocturne et avec un excès de couverture peuvent en connaître. Tout le monde dort. Sauf notre prince, qui reste éveillé, appuyé contre la fenêtre comme un employé de bureau coincé en service de nuit. Pas de téléphone. Pas d'internet. Pas de news instantanées à 2 heures du matin. Juste lui, la lune, et la réalisation écrasante que, dans ce monde, les loisirs du soir se résument à se saouler, chercher des ennuis, ou monter la garde sur un mur jusqu'à ce que quelque chose vous dévore. Il envisage d'appeler une servante pour discuter, puis se souvient qu'il essaie ce nouveau concept appelé avoir des principes. Développement de personnage. On est fier de lui. C'est alors que l'air derrière lui change. Un pas sans bruit. Une ombre qui n'était pas là une seconde plus tôt. Il se retourne. Et voit une femme en cape à capuche, debout près de la fenêtre, comme si elle avait poussé hors de l'obscurité elle-même. Sa voix glisse dans la pièce, calme et amusée, vous vous en êtes mieux sorti avec cette ambassadrice que je ne l'aurais pensé. Peut-être que vous n'êtes pas le prince écervelé dont tout le monde parle. L'instinct de survie de Roland s'enclenche aussitôt. Il est à 2 doigts d'appeler les gardes quand claque. Un poignard tombe du plafond et se plante dans le sol devant lui. Message reçu. Elle sourit, à peine. Détendez-vous. Si j'étais venu pour vous tuer, Votre Altesse, vous n'auriez même pas eu le temps de crier. Rassurant. Vraiment très rassurant. Il se force à respirer. Qui êtes-vous? Elle penche la tête, la capuche lui cachant toujours le visage. Mon nom n'a aucune importance pour vous. Mais mes sœurs m'appellent Rossignol. L'emblème à sa ceinture accroche la lumière de la lune. L'association de coopération des sorcières. Évidemment. Le cœur de Roland s'emballe. Une sorcière assassin, dans sa chambre, au beau milieu de la nuit. Il n'y a qu'une raison pour qu'une personne comme elle se trouve ici. Vous êtes venu, pour Anna, dit-il à mi-voix. Le sourire de Nightingale se fait plus fin. Je sais déjà qu'elle est vivante. Tuer un prince pour une seule sorcière serait, un peu salissant, même pour nous. Puis elle ajoute, presque en passant, je vous observe depuis 2 semaines. Le cerveau de Roland plante. 2 semaines. Il repasse mentalement tout ce qu'il a fait pendant ce temps-là en accéléré, faire du ciment. Pleurer sur son budget. Se vanter de sa future super muraille. Fracasser un poulet devant 2 adolescentes. Ouais. S'il pouvait mourir de gêne, il serait déjà au sol. Elle lève la main, attrape le bord de sa capuche. Et la rabat. De longs cheveux pâles coulent sur une cape bordée de fourrure. Des yeux bleus glacial, aussi tranchants que des lames, le scrutent comme s'il était un puzzle intéressant. Son visage est clair, posé, presque éblouissant sous la lumière de la lune. Pas un monstre. Pas un démon. Juste une femme qui a l'air aussi bien capable de vous planter sur place, que de négocier un contrat pour vous planter plus tard. On ne fuit pas ce genre de personne. Alors, demande-t-elle avec un petit sourire assuré. Dites-le. Je ne suis pas si effrayante que ça, hein? Le ton de sa voix dit très clairement, tu es absolument terrorisé, et j'apprécie chaque seconde. Roland ne répond pas. Parce qu'à cet instant précis, alors que la lune encadre une sorcière assassin dans sa chambre, une chose devient douloureusement évidente, les mois des démons ne sont même pas encore commencés, et la créature la plus dangereuse de Villefrontière se tient peut-être maintenant à 3 pas de son lit.